Je pense que l'une des questions, et on a parlé tous les deux fort récemment, l'une des questions qui agite vraiment, mais qui agite au sens le plus noble et le plus important du terme, la communauté financière parisienne et la communauté des investisseurs responsables à Paris, c'est précisément cette question de notre désormais fameux article 173 de cette loi sur la transition énergétique, qui, encore une fois, je me permets de le répéter, crée une obligation d'information, que ça soit sur les critères ESG, que ça soit sur, on va dire, une photographie de ce que l'on pourrait appeler une empreinte carbone, sachant qu'il y a plein de questions méthodologiques derrière, mais dans une première approche, on peut faire comme si tout était gravé dans le marbre, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et puis une prospective par laquelle les investisseurs vont avoir l'obligation, à partir de l'année prochaine, donc ça vient littéralement demain matin, d'informer, de donner une information sur leur contribution à l'atteinte des objectifs publics de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà, donc ça c'est le contexte français. Et de très très nombreux commentateurs, dont clairement fait partie le FIR, disent que c'est une loi qui est intelligente parce qu'elle incite sans obliger. Que l'obligation n'est probablement pas souhaitable et en tout cas de toute façon ne serait pas légale et constitutionnelle. Donc on incite. Il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel contre cet article et le Conseil constitutionnel a dit parfaitement légal car vous n'avez pas l'obligation de faire, vous avez l'obligation d'informer. Et informer, c'est tout à fait constitutionnel. Voilà. Donc dans ce cadre-là, on a une loi qui change la donne par le biais de l'incitation en France. La question évidente qui vient, et encore ce matin il y avait un débat à l'Assemblée nationale, dans une salle de l'Assemblée nationale sur ce sujet. Et la question qui vient immédiatement, c'est quid de l'Europe ? Est-ce que l'Europe devrait faire la même chose ? Est-ce que cette incitation des investisseurs, qu'ils soient institutionnels ou des fonds de type SICAV, devrait être la même à l'échelle européenne ? Et si oui, comment ? Oui, alors d'abord, je voudrais dire que l'Europe n'est pas tout à fait nulle part là-dessus. Il y a toujours une tendance, ça participe beaucoup à la popularité de l'Europe auprès des citoyens des États membres, à s'approprier toute bonne idée européenne comme étant nationale, et chaque fois qu'il y a quelque chose qui marche moins bien, ou simplement qui n'est pas très populaire, à dire c'est les fous de Bruxelles. En réalité, c'est toujours la même chose. C'est les fous de Bruxelles, et c'est les ministres qui, en général, la France, la première, ont voté tout ça, et assument ou n'assument pas, s'attribuent ou s'attribuent pas les mérites selon les circonstances et l'état de l'opinion. Alors, ce qui est des questions d'obligation d'information de la part des investisseurs, là c'est clair, la France est pionnière, il n'y a pas de législation européenne là-dessus pour le moment. Est-ce qu'il en faudrait une, à titre personnel probablement, mais ces questions sont des questions qui ne sont pas complètement évidentes à Bruxelles. Le débat, c'est de dire, voilà, il y a des choses importantes qui se passent aujourd'hui en France. Et évidemment, notamment, on l'a évoqué, cette loi sur la transition énergétique, l'article 173 qui crée des obligations d'information pour la communauté des investisseurs. Et la question évidente que tout le monde se pose ici en France, et c'est pour ça qu'on la pose aujourd'hui à Olivier Guersan dans la responsabilité qui est la sienne, c'est quid de l'Europe ? Est-ce qu'on peut anticiper une dynamique comparable en Europe ? Est-ce qu'elle est souhaitable ? Et si oui, comment ? Olivier. Oui, donc on avait commencé à en parler et je vous disais que l'Europe n'est pas tout à fait restée inactive dans un contexte difficile, parce que c'est un débat qui n'est pas consensuel au niveau français, mais qui est encore moins consensuel au niveau européen, avec toutes sortes de vues sur la chose, un spectre politique qui est globalement beaucoup plus libéral que le spectre français, enfin tout ça on le sait. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles, au cours des 5 dernières années, l'Europe a fait des choses dans ce domaine-là, le fait que Michel Barnier était commissaire est probablement pas étranger, parce qu'il a amené avec lui cette vision des choses qui, d'une façon transpartisane, en France, est quand même assez bien partagée. Et donc on a fait des choses, notamment une directive de 2014, excusez-moi, qui n'a pas exactement le même champ d'application ni le même objectif, mais quand même qui s'adresse aux 6000 plus grandes entreprises européennes, y compris les acteurs financiers, banque et assurance, et qui bâtit également sur les critères ESG, comme la loi française, et qui leur fait obligation de faire du reporting
sur toute information sur leur politique, sur les risques auxquels ils sont exposés, et en ce qui concerne les questions environnementales, sociales ou liées à leur politique du personnel. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ce n'est pas substituable avec ce que vous avez fait en France, et donc probablement ça serait utilement complété par une action européenne à ce niveau-là. En tout cas, à titre personnel, moi j'y serais favorable. Mais comme vous l'avez noté, ce n'est pas les fonctionnaires, Dieu merci d'ailleurs, qui décident, ce sont les politiques. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que dans les actions que nous avons prises, et qui malheureusement pour celle-là n'a pas eu autant de succès, il y avait également le fait dans la législation que nous avons proposée pour réformer les fonds de pension, pour ces fonds de pension d'être obligés d'avoir une analyse du risque environnemental auquel ils sont exposés dans leurs actifs, dans leurs placements. Et cette législation est actuellement en cours de débat. Il y a une position commune au Conseil, il n'y a pas encore eu de vote au Parlement européen. Mais le Conseil, dans sa position commune, a fait sauter cette disposition. Donc je dirais que j'inviterai les États membres les plus engagés, notamment celui dont je suis ressortissant. Avec quelle dynamique politique qu'il a fait sauter ? Les pays les plus libéraux, et vous savez qu'ils sont une majorité au Conseil, n'ont pas jugé utile de reprendre cette disposition. Il y a aussi, à mon avis, de manière mal placée, le lobby des fonds de pension qui est extrêmement puissant et qui, grosso modo, ne veut d'aucune obligation. Et à mon avis, ils ont tort. C'est leur intérêt d'avoir une gestion de leurs risques plus professionnelle. C'est surtout l'intérêt de leurs affiliés. Mais bon, ils sont comme tout le monde, ils n'ont pas envie d'être embêtés par des législations européennes, et donc ils font un lobbyisme très puissant pour n'avoir aucune contrainte supplémentaire, alors que nous avons créé un certain nombre de contraintes supplémentaires pour les assureurs, et que de ce fait, il y a un déséquilibre croissant entre le régime auquel sont soumis les fonds de pension et le régime auquel sont soumis les assureurs. Et donc, pour répondre à la question plus concrètement, sur ces critères sociaux et environnementaux, on n'est pas tout à fait resté les deux pieds dans le même sabot. La France a été effectivement pionnière avec l'article 173, et on est un certain nombre à Bruxelles à trouver qu'on pourrait réfléchir à la manière de l'intégrer dans le droit européen. Et puis 3, ça s'inscrit dans une dynamique plus large qu'on a lancée l'année dernière avec le plan d'action sur l'investissement de long terme, qui est la façon dont on va rediriger des ressources à long terme, et c'est également ce qu'on va faire d'ailleurs après-demain, puisque après-demain la Commission européenne va adopter le plan d'action sur ce qu'on appelle l'union des marchés de capitaux, qui consiste à essayer d'avoir des marchés de capitaux et de financement en capital de l'activité qui soient plus importants et qui soient plus actifs en Europe, parce que toutes les entreprises n'ont pas besoin uniquement de prêts bancaires pour se développer à long terme, notamment pour des emplois très longs comme les infrastructures, etc. Et est-ce que cette question pourrait être intégrée dans la dynamique Union des marchés de capitaux, ou est-ce que... Elle pourrait. Toute cette dynamique de l'Union des marchés de capitaux, elle est dirigée vers du financement de long terme ou vers du financement qui n'est pas appropriable ou pas très bien appropriable par le financement bancaire. Quand vous avez une start-up dans les biotechnologies ou dans la société de l'information, bien sûr que vous avez besoin d'une banque qui vous accompagne, mais vous avez besoin de capital. Et ça, la banque, ce n'est pas son métier traditionnel. Et en France, on a plutôt un des marchés de capitaux les plus actifs d'Europe continentale, donc on n'est pas les plus à plaindre. Mais dans beaucoup de pays, ces marchés sont embryonnaires ou inexistants. Et dans tout le sud de l'Europe, où l'activité bancaire a été fortement réduite, je vais vous donner un chiffre qui va vous faire comprendre ce que je veux dire. Dans la zone euro, depuis 2008, les banques ont réduit leur crédit de 42% à l'économie. Si vous savez qu'en France et en Allemagne, qui sont de très loin les deux plus grosses économies de la zone euro, les financements à l'économie des banques n'ont pas été réduits, ça vous donne une idée de ce qui s'est passé dans les autres pays, notamment dans les pays du Sud. Et donc, pour eux, ce n'est pas seulement une question qualitative, l'union des marchés de capitaux, ce n'est pas seulement qu'il faut compléter qualitativement les financements bancaires par d'autres, c'est que pour être financés tout court, aujourd'hui, ils ne peuvent pas compter sur leur système bancaire, et probablement ils ne pourront pas y compter pour une assez longue période. Et donc, il faut trouver des modes de financement alternatifs, et le financement de capital est un de ces modes de financement alternatifs. Et accessoirement, si ce capital pouvait venir d'en dehors de leurs frontières, c'est assez probable,
ça contribue également au système de transfert global, disons, des pays à fort surplus vers les pays en déficit. Merci. Donc ça, c'est pour la partie information et au niveau des investisseurs, dont on rappelle que la logique économique derrière, c'est que si on intègre cette information, in fine, en bout de chaîne, quand le marché aura bien fait son travail, le coût du capital pour les émetteurs, pour les entreprises qui respectent les contraintes environnementales, sociales, de gouvernance, sera moins élevé. Donc si elles peuvent se le financer moins cher, elles pourront plus prospérer. Donc ça, c'est très important. Une autre, j'ai envie de dire, catégorie de propositions qui a émergé sur ces sujets de lien entre finance, réglementation financière et climat concerne, elle, le monde prudentiel, le monde de la régulation bancaire, le monde de la régulation des assurances, avec un certain nombre de voix et d'études très sérieuses de Cambridge, de UNEP FI, disant qu'il fallait que la réglementation bancaire, par exemple BAL 3, favorise clairement par les systèmes de pondération du risque qui permettent d'allouer plus ou moins qui obligent d'allouer plus ou moins de capital à tel ou tel risque, les investissements, on va dire verts pour faire bref. Est-ce que ça semble une idée pertinente? Est-ce que ça semble une idée que l'Union européenne aurait envie de pousser? Est-ce que c'est une idée également réaliste d'un point de vue à la fois technique et politique? D'abord, je peux vous faire une réponse qui ne soit que personnelle, évidemment, sur ce sujet-là. À titre personnel, ça dépend de ce qu'on veut dire. Si ce qu'on veut dire, c'est qu'il faudrait diminuer les calibrations risques applicables aux assureurs, aux banquiers, dans les différents actifs qu'ils possèdent. Là, j'y serais opposé. J'y serais opposé pourquoi? Parce que le risque d'un investissement, il est le même que cet investissement soit vertueux ou pas vertueux, vert ou pas vert, pro-climat ou anti-climat, si j'ose dire. Donc, la calibration risque, elle a une fonction, c'est de donner un signal à l'investisseur sur le risque qu'il prend et de l'obliger à provisionner du capital pour faire face à ce risque et de ne pas se mettre en danger. Par contre, s'il s'agit de donner un coût pour les entreprises à quelque chose qui n'en a pas pour elles, qui a un coût global pour la société, à long terme, mais qui n'a aucun coût à court terme pour l'acteur financier. Comme diraient les économistes dont nous faisons partie, si ce qu'on veut, c'est internaliser les externalités négatives. Alors là, c'est différent. Et là, je trouve que c'est clairement vers là qu'on devrait diriger les travaux au comité de Bâle et à la Commission européenne. Parce que, évidemment, un acteur financier, sans intervention publique, il va se comporter d'une façon à maximiser son profit, c'est normal en économie de marché. Et s'il ne fait pas ça, de toute façon, il trahit ses actionnaires. Donc, quel est votre rôle de puissance publique, à mon sens? C'est de créer les conditions pour qu'en maximisant son profit, il se conduise de la façon que vous souhaitez socialement responsable, au sens large. Donc, par exemple, si vous mettez des calibrations prudentielles extrêmement hautes pour un investissement de centrale au charbon et beaucoup plus basses pour un investissement dans de la marine motrice, ben vous obtenez ce prix-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous ne dites pas, je vais réduire les calibrations risques d'investissement qui ont par ailleurs un degré de risque X. Vous dites simplement, je vais augmenter celle des autres. Et pourquoi je vais augmenter celle des autres? Parce que je veux refléter le fait que lorsque ce risque se matérialisera, parce que je ne pense pas qu'on puisse encore dire si, il aura un coût énorme. Alors c'est intéressant de voir que les Britanniques qu'on critique beaucoup sur le continent, mais qui sont quand même beaucoup plus flexibles que nous, et eux, ils ont commencé à réfléchir sérieusement à ça, beaucoup plus que nous. Salut Pascal Canfin qui vient d'arriver. Et pourquoi? Parce qu'ils voient bien, en tant que puissance publique, que les événements, cet appareil de banque, c'est un peu le sujet que je viens d'évoquer, et d'assurance, l'assurance c'est tout à fait différent, puisque l'assurance, eux, ils sont exposés de plein fouet. Et ils sont exposés dans leurs actifs, dans leur stratégie d'investissement, et puis ils sont exposés évidemment dans leurs risques. Et donc les assureurs, ce sont les premiers à voir ce qui va arriver, parce que pour eux, un horizon de 30 à 50 ans, ce n'est pas un horizon long, c'est un horizon normal. C'est l'horizon auquel ils gèrent leurs risques et leur portefeuille d'investissement. Et donc, ils sont obligés de prendre en compte ces risques. Et qu'est-ce qu'ils ont vu, nos amis britanniques?
ben, ils voient que des risques qui étaient centenaires, ils deviennent décennaux, hein, pour faire court, et que du coup, l'assureur, il retire ses billes. Il dit, moi, je ne joue plus dans ce jeu-là. Et qu'est-ce qu'il laisse en première ligne? Ben, le contribuable. Bon. Et donc, ça les amène à bouger, comme d'habitude, beaucoup plus vite et de manière plutôt intelligente. Et il y a toute une réflexion qui est en train de se nouer outre-Manche, qui a démarré beaucoup plus tard que tout ce qu'on a pu faire sur le continent, mais qui va maintenant beaucoup plus vite. C'est un peu de la façon dont ça s'est passé aux États-Unis. Moi, j'ai toujours été frappé par le fait, conclure là-dessus ce morceau d'intervention, que les Américains ont été dans le déni du réchauffement global pendant 20 ans, pendant que nous, on était plutôt en avance dans la prise de conscience. Nous, on n'a pas absolument été incapables de transformer ça en avantage compétitif. Et eux, le jour où ils en ont pris conscience, c'est-à-dire grosso modo dans la deuxième partie de la première décennie des années 2000, là, ils ont bougé très vite. Et aujourd'hui, ils sont en avance sur nous, sur ces technologies-là. Et les Anglais, à mon avis, il va nous arriver la même chose dans l'ingénierie financière. Ce qui nous emmène à la dernière question, parce qu'on sait que tu as une contrainte pour t'échapper dans 5 minutes. Oui, alors la contrainte, ça intéressera ceux qui sont ici, c'est parce que je vais au conseil d'administration, à force d'être expatrié, d'EIOPA. EIOPA, c'est l'Agence européenne pour les assurances. Et j'y vais moi-même, ce que je ne fais jamais, parce que demain, on débat et on fait la calibration prudentielle des investissements en infrastructure. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour la Commission. Et nous tenons à ce que ces calibrations soient appropriées. Et donc la question, sur les 5 minutes qui nous restent, c'est bien sûr la question du risque systémique, du lien entre risque climatique et risque financier au niveau du système. On a vu dans la presse que le Conseil de stabilité financière, le FSB en anglais, s'était réuni à Londres jeudi dernier. Il y a des débats, le G20 a saisi sous l'impulsion notamment, je crois savoir, de la France, le FSB pour qu'il planche sur le sujet. On sait que la Banque d'Angleterre a été très très proactive sur le sujet. Oui. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça va avoir des conséquences? Ça va changer la façon dont on va équilibrer le système? Alors, en tant que membre du Conseil parce que je représente l'Union européenne au Conseil de stabilité financière, j'ai une obligation de réserve par rapport aux travaux qui ne sont pas publics. Mais effectivement, on s'est réunis jeudi et vendredi dernier à Londres, à l'invitation de Mark Carney, qui est à la fois le patron de ce Conseil de stabilité financière et le gouverneur de la Banque d'Angleterre, avec beaucoup de points à l'ordre du jour, mais un gros point qui nous occupait tout le jeudi et une partie du vendredi, qui est effectivement cette question d'appropriation du risque systémique réchauffement global par la régulation financière. Alors je ne veux pas trahir des débats qui ont été, comment dirais-je, francs et vifs, mais grosso modo, il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui disent c'est pas notre boulot. Nous, on est des régulateurs ou des superviseurs prudentiels. Notre horizon, c'est 3 à 5 ans. Au-delà, tout ça, c'est très douteux. Et il y a le camp de ceux qui disent oui, mais d'accord, mais quand dans 30 ou 35 ans, ça deviendra ton problème parce que ça sera à l'horizon 3 à 5 ans, bah, tu t'apercevras que tu aurais dû prendre des mesures 40 ans plus tôt et que maintenant, il n'y a aucune mesure prudentielle qui peut aider à régler le problème. C'est trop tard. Donc la tension, elle est un peu là. Je pense que vous aurez deviné dans quel camp je me suis situé. Et il est clair que Mark Carney, qui a quand même le poids d'être le président du FSB, se situe également dans ce camp-là. Et lui, il pense, je pense qu'il a raison, que c'est une question de gestion de la transition. C'est-à-dire que probablement, il n'est pas souhaitable de faire un Big Bang immédiatement sur les professions financières, qui ont déjà subi un certain nombre de Big Bang dans les 5 dernières années, mais qu'il faut annoncer maintenant, c'est une gestion prévisionnelle, il faut annoncer maintenant comment progressivement, avec des étapes prédéfinies, on va augmenter les calibrations prudentielles, on va augmenter un certain nombre d'obstacles réglementaires sur la route des investisseurs pour maximiser leurs profits, ils soient obligés de faire des investissements environnementalement responsables. Voilà, ça c'est ça les termes de la discussion qui
qui se noue. Il y a un point quand même sur lequel on est tous d'accord, c'est celui que je faisais tout à l'heure. On ne va pas baisser les calibrations risques parce qu'un investissement est vert. Parce que ça, c'est très bien, mais le résultat, si vous faites ça, c'est que des entreprises peu prudentes se goinfrent d'investissements verts parce que les charges en capital sont moins grandes. Créer des bulles. Puis le jour, exactement, vous créez une bulle, et le jour où elle éclate, vous êtes beaucoup moins avancé qu'avant. Donc ce n'est pas le but. Merci beaucoup. Au nom de toutes les personnes ici présentes,